436 846 licenciés Ouais, c'est précis, en hein. 2021. J'imagine que vous êtes forcément satisfait devant ce succès en 2021 de la fédération. Oui, évidemment, on est très satisfait parce qu'il y a encore, quand cette pandémie a commencé, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Et évidemment, déjà l'année dernière, on avait fait un résultat qui était satisfaisant. On avait perdu 3% de licenciés. C'est jamais bon de perdre des licenciés, mais compte tenu du contexte, on peut dire qu'on s'en était plutôt bien sorti. Et puis là, cette année, on a fait plus que compenser la perte qu'on avait eue en 2020, puisque en ayant fait plus de 8% d'augmentation, on a réussi à battre le record qui avait été établi, mais je crois que c'était en 2012. Donc c'est évidemment une vraie satisfaction. Les clubs, c'est essentiel, et je ne le dis pas pour leur faire plaisir, mais c'est là où tout commence. Si au départ les clubs ne sont pas en capacité d'accueillir de la meilleure des façons les nouveaux golfeurs ou les golfeurs confirmés qui souhaitent rentrer dans le golf, ça ne va pas pouvoir se passer. On est à peu près à 8,6% d'augmentation par rapport à 2020, et chez les jeunes, on est plus proche de 14 voire 15% d'augmentation. Donc on est quasiment au double. Donc il faut rattraper le retard, et pour rattraper le retard, il faut qu'on se situe au-dessus de la moyenne nationale. Il y a des recettes pour que le golf scolaire fonctionne. Et avant de vouloir le déployer dans toute la France, moi je préfère au contraire essayer de cibler quelles sont les écoles qui sont prêtes à le faire, avec des personnes motivées, et à côté des golfs qui sont prêts à recevoir les enfants, mais aussi les parents. Parce que quand vous avez les enfants qui se mettent au golf, les enfants peuvent aussi amener les parents. Il y a des choses que je peux faire, et puis il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne suis pas un magicien. Aujourd'hui, il y aurait une seule dérogation qui serait accordée pour le pass sanitaire. C'est accordé pour l'économie, c'est accordé pour les transports, pour aller travailler, mais c'est accordé pour aucun sport. Si un seul sport n'avait pas besoin du pass sanitaire, et on m'a dit « Ah non, mais le football n'a pas besoin du pass sanitaire », mais bien sûr que le football a besoin du pass sanitaire. Vous n'avez pas besoin du pass sanitaire pour aller faire un match de foot avec votre fils dans la cour, mais si vous faites un match encadré, organisé par la fédération, vous devez forcément avoir le pass sanitaire. Donc, s'il y avait une seule dérogation qui était accordée à un sport, je peux vous assurer qu'on ferait comme d'habitude partie des premiers. Ce n'est absolument pas dans les envies du gouvernement. Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de jouer au golf? C'est la convivialité que peut apporter ce sport. Donc si vous mettez les enfants ou si vous mettez les femmes au bout du practice, ou les hommes, mais là on parlait des femmes pour augmenter le... Mais ce qu'il faut, c'est créer la convivialité et faire en sorte que les gens aient envie de jouer ensemble. Et quand vous avez ça autour du golf, c'est un moment fantastique, et oui, on arrive à le développer. Un golf, c'est une entreprise comme une autre. Donc au départ, ça commence avec un crayon, on fait un business plan, on regarde la zone de chalandise, et ça, la fédération peut aider grâce au service d'Aurélien Didier pour ceux qui décident ou qui ont l'envie de créer un petit équipement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport de haut niveau. Donc ça commence chez les amateurs, et on s'aperçoit souvent que la meilleure façon de former les meilleurs professionnels, c'est d'abord avant qu'ils aient été de meilleurs amateurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la filière quand ils commencent à jouer, et je les ai vus hier matin, et puis quand ils finissent et qu'ils sont sur les circuits professionnels. Plus on aura de jeunes, et plus on aura de chances d'avoir de champions. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais après, il faut mettre les moyens et les mettre correctement pour qu'ils puissent être formés. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait des actions dans les clubs, qu'il y ait des actions dans les comités départementaux, dans les ligues et dans les fédérations, et il faut qu'on soit complémentaires. Vous prenez aujourd'hui les joueurs qui sont dans les 20 meilleurs chez les garçons et chez les filles, il y en a 80% qui faisaient partie aussi du top 10 chez les meilleurs amateurs et chez les meilleurs professionnels. Donc, il ne faut pas me raconter l'histoire. Si on est 150e au ranking amateur, on a très peu de chances d'atteindre l'objectif que moi, je me suis fixé. Quand on réussit, on sait pourquoi, et quand on ne réussit pas, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, le haut niveau, aujourd'hui, et ça, je pense qu'il y a très très peu de jeunes qui veulent être professionnels, qui se rendent compte à quel point c'est compliqué. Et je pense qu'en France, en tout cas dans la filière masculine pour l'instant, on n'est pas tout à fait conscient de toute la quantité de travail qu'il faut fournir pour atteindre le plus haut niveau. Je ne vais pas aller vous dire que si Pauline Roussin-Bouchard et Céline Boutier travaillent beaucoup, c'est grâce à la fédération. Ce n'est pas vrai. Elles l'ont en elles. Ce sont des championnes. Et elles sont drivées par quelque chose qui n'est pas l'argent. C'est-à-dire que ce qu'elles veulent, c'est faire partie des meilleures joueuses du monde, et elles ne pensent pas à ce qu'elles vont gagner en termes d'argent, elles pensent à ce qu'elles vont gagner en termes de place. Moi, je vous invite à aller au centre de performance avec tout ce qui a été mis en place et ce qui a été réformé par la direction technique nationale sous la responsabilité de Jean-Luc Kella, qui est un directeur de la performance qu'on avait embauché avec Christophe Mounieza il y a encore quelques années.
je vais vous demander un truc que je ne m'accepte pas à moi-même, c'est un peu de patience, parce que je sais que chez les hommes, on va réussir. Ça va prendre un peu de temps, mais je sais qu'on va réussir parce qu'aujourd'hui, dans les 2 centres de performance que l'on a, on a de futurs très bons joueurs. Autant je dis que chez les enfants, dans les écoles de golf, il faut la loi des grands nombres, c'est-à-dire que plus on en a et mieux c'est. Au niveau des centres de performance, il faut qu'il y ait un écrémage. À partir du moment où vous avez décidé de passer professionnel, vous êtes professionnel. Nous, on prend les meilleurs. Et objectivement, c'est toujours ce qui a été fait. Après, il faut aussi que les meilleurs aient envie de vouloir s'entraîner dans les centres de performance. Si ce n'est pas pour que ça fournisse des résultats, alors là, ça voudra dire qu'on a un vrai problème. En 2010 et en 2011, on est devenu champion du monde et champion d'Europe. Je pense qu'on peut aller plus vite que 5 ans ou 6 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, les générations qui sont formées au centre de performance sont plus performantes que celles qui étaient formées dans les pôles il y a quelques années. On a tout ce qu'il faut pour travailler. L'objectif aujourd'hui, c'est effectivement, on a construit la Formule 1, il me faut le pilote qui va la piloter. L'objectif, c'est que si on les a très bien formés et si on veut avoir des jeunes de 20 ans qui passent pro, il faut qu'on fasse le job en amont. Et ce job en amont, c'est dans les centres de performance. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'outil qu'on a, on doit réussir. Je pense vraiment que j'ai une équipe extraordinaire. Et quand tout à l'heure, je parlais avec la Formule 1, j'ai la voiture, c'est le centre de performance, j'ai les équipes, c'est le staff qui tourne autour. Et maintenant, j'ai besoin du bon pilote qui va pouvoir utiliser 100% de ce qu'on met à leur disposition. Donc aujourd'hui, vous prenez les 3 meilleurs joueurs de chaque nation et vous regardez avec leur ranking comment on se positionne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter d'histoire, dans les 2 collectifs, on est 17e, ce qui est extrêmement mauvais, alors qu'on était premier chez les femmes, et par contre, chez les hommes, on n'était pas beaucoup mieux que 17e l'année dernière. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on va passer de la 17e place à la médaille. Ça, je ne vais pas vous raconter d'histoire. On va tout faire pour que les athlètes soient préparés correctement, mais d'un autre côté, il n'est pas question d'aller faire quelque chose de superficiel qui serait d'engager des sommes d'argent extraordinaires pour qu'on fasse en sorte qu'ils soient super prêts pour les championnats du monde. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer, bien évidemment. Il faut arrêter de croire que quand on réussit, il y a de la chance. On peut aussi se dire que derrière tout ça, il y a énormément de travail. Donc oui, force est de constater qu'en tout cas, entre 2014 et 2018, le travail n'a pas été fait correctement. Et c'est pour ça que quand Jean-Loup Charron m'a demandé de me réoccuper du sport après 2018, oui, il y a un certain nombre de personnes qui ont quitté les services de la fédération pour les remplacer par d'autres personnes dont on pensait qu'ils étaient meilleurs pour remplir ces tâches. Objectivement, le Tour européen a trouvé un nouveau partenaire pour l'Open de France, mais ce partenaire, ils auraient pu l'envoyer ailleurs. Ils ont décidé de l'amener en France parce qu'ils savent qu'en France, on a cette capacité à organiser un tournoi de qualité et c'est un secret pour personne. J'espère que ça n'est qu'une première étape parce que l'objectif, c'est évidemment d'avoir un tournoi qui soit un tournoi co-sanctionné avec le PGA Tour. Pour la Ryder Cup, c'est eux qui ont voulu limiter la billetterie. Nous, on n'avait aucun intérêt financier, mais je n'aurais pas pris 55 000. Moi, j'en aurais pris 70 000 des spectateurs. Ils ont voulu limiter à 55 000. C'est leur droit. Mais si demain, on a un tournoi avec les meilleurs joueurs du monde, je suis absolument persuadé qu'on aura au minimum 25 000 spectateurs par jour. Si on aurait dû faire 70 000 pour la Ryder Cup, je pense qu'on est capable, avec un très bon plateau, de faire les 25 000 par jour. Moi, j'en ai assez d'entendre parler des problématiques de la transition écologique. Moi, je veux plutôt parler des avantages de la transition écologique et de respecter la nature. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être quelque chose de dramatique. Et nous, en plus, et les écologistes n'aimeront pas ce mot-là, mais on utilise la nature puisqu'on a la chance de pouvoir jouer en pleine nature. Donc, on a une responsabilité et je trouve que c'est normal de tout mettre en place pour que la filière soit vertueuse dans l'entretien de ses parcours. Les problématiques d'irrigation, il faut se poser la question de ce qu'on veut pouvoir arroser et avec le nouveau système d'arrosage qu'il y a aujourd'hui, on consomme beaucoup moins d'argent. Donc, en limitant les espaces qu'on arrose et en ayant du matériel plus performant, on arrive aujourd'hui à faire des économies d'eau de 30 à 40%. Il y a toute une ingénierie à laquelle on ne pensait pas il y a 30 ans, où aujourd'hui, il faut faire l'effort de réfléchir parce que les enjeux sont colossaux. Pas uniquement des enjeux financiers, mais des enjeux aussi d'être plus vertueux et d'offrir des parcours qui respectent mieux la nature. Aujourd'hui, on ne peut plus arriver à entretenir les parcours comme on les a entretenus. Je l'ai déjà dit plein de fois, l'usage des produits phytosanitaires était une erreur. Oui, certainement, ça a aidé dans un premier temps à pouvoir régler des problématiques de maladie. Mais il y a toujours l'effet pervers.
Après, vous ne traitez plus que les maladies, vous faites en sorte, avec les produits phytosanitaires, de ne plus faire les opérations mécaniques. Aujourd'hui, on s'occupe de la fleur et de ce que voient les membres. C'est une erreur. Il faut que les membres acceptent de comprendre ce qui se passe en dessous. Et ce qui se passe en dessous, il ne faut pas favoriser la fleur, il faut favoriser la racine. Je suis persuadé que, par exemple, la loi Labbé, et je sais bien qu'il y a quelques greenkeepers qui doivent jouer avec des fléchettes sur ma photo le soir, parce que quand je leur dis que la loi Labbé est une véritable opportunité, ils écrivent à des rétro-satanas. Moi, je pense que la loi Labbé, elle va nous permettre de pouvoir être beaucoup plus vertueux dans l'entretien de nos parcours. Je ne suis pas devenu un écologiste. Moi, je ne suis pas, avec le golf, en train de faire de l'écologie. Moi, ce que j'essaye, c'est que nos golfs soient écologiquement responsables. Et je suis persuadé qu'en étant écologiquement responsable, on peut mieux entretenir les parcours de golf que ce qui sont entretenus aujourd'hui. L'enjeu, c'est qu'en ayant une pratique vertueuse, on s'aperçoit bien souvent qu'on peut aussi prendre soin de la nature et tout le monde est gagnant-gagnant. Parce que si demain, on a des chiffres d'augmentation comme ceux qu'on a connus cette année et qu'on n'a pas les parcours pour pouvoir accueillir les nouveaux golfeurs, on aura de vrais problèmes. Et aujourd'hui, les premiers qu'on a à convaincre, c'est les écologistes. Il y a 15 jours, j'ai été invité aux universités populaires de la biodiversité. Je souhaite pas à beaucoup de golfeurs de se rendre face aux personnes devant lesquelles j'étais. Parce qu'on m'attend avec, j'allais dire un fusil, mais en tout cas, ils pensent qu'une chose, c'est me mettre dedans qu'effectivement on consomme trop d'eau, qu'effectivement on consomme trop de produits phytosanitaires. Et j'avais la police de l'eau, et j'avais la police de l'environnement, et j'avais les écologistes. Et donc c'est à moi d'aller expliquer, mais ils ne le savent même pas tout ce qu'on est en train de faire et tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et celui qui a pris ma parole, qui a pris ma défense, c'est pas moi. C'est le patron du Muséum d'histoire naturelle. Parce que lui, il a apporté la caution en disant « Mais vous pensez sincèrement qu'on met notre tampon Muséum d'histoire naturelle auprès des golfs si les golfs ne s'engageaient pas d'une façon vertueuse ?» Je pense qu'avec ces méthodes, notamment les méthodes d'opération mécanique, je suis persuadé qu'on peut avoir un meilleur entretien des golfs. C'est pas comme si on partait aujourd'hui, il faut quand même se regarder bien en face. C'est pas comme si aujourd'hui, dans les 700 golfs français, on avait un entretien extraordinaire grâce aux produits phytosanitaires. C'est pas vrai. Je vais dans les golfs et je vais pas que dans les golfs les plus huppés de France. C'est pas vrai. Je vais dans beaucoup de golfs et je trouve une nouvelle génération de greenkeepers extrêmement sensibilisés par les problématiques de la transition écologique. Et moi, c'est avec eux que je veux travailler et c'est avec la greffe pour leur donner les moyens de nos ambitions. Parfois, c'est pas simple avec les ligues parce qu'il faut leur expliquer qu'aujourd'hui, les méthodes doivent changer. Mais elles doivent changer dans l'intérêt général. Moi, je n'ai aucun intérêt et au contraire, j'ai un intérêt, ou plutôt un inconvénient. C'est celui qu'à la fin, au lieu d'avoir été élu à 96%, on ne me réélise pas la prochaine fois. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas ça qui me motive. Et si jamais je ne suis pas réélu dans 4 ans, ce que je veux, c'est me regarder dans la glace et me dire ce que je considérais comme une faiblesse, est-ce que j'ai tout fait pour arriver à l'améliorer avec mes équipes? Et si c'est ça et que je ne me fais pas réélire, mais c'est ma femme et mon fils qui vont être les plus contents parce que je vais passer plus de temps avec eux. Si on ne s'occupe pas du problème maintenant, si vous en occupez maintenant, vous trouvez la solution dans 6 ans. C'est pour ça qu'en matière de transition écologique, le mot le plus important, ce n'est pas écologie, c'est transition. Et il faut nous laisser le temps. Mais pour qu'on nous laisse le temps, il faut quand même qu'on s'occupe du problème. Parce que si moi je vais revoir le sénateur Labbé en 2025 et que je lui dis là tes produits phyto, il faut que tu m'en redonnes une petite dose, il va me dire mais qu'est-ce que tu as fait depuis qu'on s'est vu en 2022 ? Donc si je ne suis pas capable de lui expliquer qu'au niveau de l'irrigation, avec les nouveaux systèmes qu'on est en train de mettre en place, on consomme moins d'eau, qu'avec les produits phytosanitaires, on n'est plus capable aujourd'hui de les utiliser dans certains golfs. On ne va pas réussir partout, mais que déjà dans certains golfs, on utilise moins de produits phytosanitaires. Je pense que je serai en meilleure position pour arriver à négocier avec lui quelques dérogations. Et mon objectif, ce serait d'éviter de négocier des dérogations. Aujourd'hui, sur la transition écologique, déjà, les licenciés contribuent à nous aider à mettre en place cette transition écologique. Par contre, ce dont j'ai besoin, c'est qu'il y ait plus de personnes qui prennent la licence. Si vous n'avez pas une fédération forte, vous ne pouvez pas arriver à développer et à soutenir le golf. Même pour celui qui ne fait pas de compétition, celui qui fait sa petite partie du dimanche, il doit faire partie de la fédération, il doit payer la licence. J'ai besoin d'avoir un plus grand nombre de licences pour mener toutes les actions
sur lesquels vous m'avez interrogé pendant 2 heures. Et ça, je ne le ferai pas avec les miracles. Moi, je n'ai pas la planche à billets. Hein. Il y a quelques gouvernements qui savent bien l'utiliser. Moi, j'ai une délégation du ministère des Sports, pas celle du ministère des Finances. Donc la planche à billets, ce n'est pas moi qui l'ai. Hein. Merci Pascal, et donc merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée et puis de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.